Nous étions en 1911, l'année où les Arabes s'étaient révoltés parce qu'on avait voulu faire passer la voie du tramway à travers un cimetière musulman. Il s'agit d'une des premières émeutes qui marquèrent la période du protectorat. C'était aussi l'année du choléra qui sévit durant l'été. Ma belle-mère adorait les fruits, surtout les melons et les figues de Barbarie. La rue des marchands d'huile se trouve à proximité des souks, où l'on vendait des légumes, des fruits, de la viande et des tissus. C'est là que je faisais mes provisions. Habillée d'un peignoir à l'italienne, j'allais et venais sans aucune crainte dans ce quartier juif et italien. Les enfants fréquentaient l'école de la rue de l'église, tout près de chez nous, et le soir, sur la terrasse, nous respirions l'air de la mer. De la fenêtre de ma chambre, je voyais loin jusqu'au belvédère. La famille qui habitait l'étage au-dessous avait déménagé. Des compatriotes vinrent s'installer à sa place. Comme ma belle-mère, ils pratiquaient l'islam et nous considéraient comme des tournis, des renégats. Mais leur fils, employé au chemin de fer, était, comme nous, un converti. Notre voisin, Ali Oubali, se rendit en Kabylie et Ladjohra désira l'accompagner. Pour une fois, nous tentâmes de faire du commerce. Nous savions les poivrons secs hors de prix à El Ali, alors qu'à Tunis, ils valaient 120 francs le quintal. Nous pensâmes que ma belle-mère saurait se débrouiller et vendre ce quintal de poivrons de façon à gagner ses frais de voyage. Mon mari partit à Carthage, où le père Vincent, parrain de mon fils Louis, lui avança l'argent. Ma belle-mère s'arrangea si bien que le piment resta dans la boutique de Chilili, où je le retrouvai aux vacances de 1912. À son retour à Tunis, la Johara ramena sa fille Reskia, qui passa chez nous 1 mois ou 2, puis mon mari la reconduisit au pays. Il en profita pour visiter toute la parenté et revint fourbu. L'année 1912 avait commencé. Les enfants et leur père s'étaient allés à Carthage, d'où ils avaient rapporté des sous, de la confiture, du chocolat. Jean restait bien chétif et n'avait pas gros appétit et n'aimait pas la nourriture de la grand-mère. Henri et Paul étaient plus robustes. Louis se présentait comme un petit colosse, mais plusieurs fois déjà, il avait eu des convulsions. Aussi, aux grandes vacances, décidai-je de le mener avec ses frères en pèlerinage à Notre-Dame d'Afrique. Je devais passer par Tizi Ouzou et m'arrêter à Tizi Bel pour voir ma mère que je n'avais pas revue depuis 8 ans. Nous partîmes au début de juillet. Nous avions écrit à mon beau-père de venir à Beni Mansour à notre rencontre. Il fut fidèle au rendez-vous. Nous continuâmes la route. À Palestro, nous rendîmes visite à Haptiche. Il avait maintenant une famille nombreuse, 4 petites filles et 2 garçons, et sa femme attendait un autre bébé. Notre ami offrait toujours ses grands yeux intelligents et malicieux qui faisaient oublier qu'il était bossu. Il avait une belle maison au milieu d'un jardin. De Palestro, nous gagnâmes Maison Carrée, où nous fûmes reçus par Marie-Paul, une fille de Tegomout, filleule du père Barthélemy, qui s'y trouvait aussi. C'est lui qui fit les frais de notre hébergement. Marie-Paul venait d'avoir un petit garçon, son logement était très petit. Elle nous offrit son lit et un bon repas. Le lendemain, je gravis le chemin qui mène au lieu saint. Je remarquai des femmes y monter les pieds nus. Nous assistâmes à la messe
et je priai ardemment la Sainte Vierge de guérir mon petit Louis. On me donna une cordelière bleue avec de gros glands. Nous couchâmes encore une nuit chez Marie-Paul et nous reprîmes le train. À l'arrivée en gare de Tizi Ouzou, il était midi. Le soleil brûlait. Nous entendîmes soudain quelqu'un crier « Belkacem ou Amrouche ?» Un homme, envoyé à notre rencontre, tenait 2 mulets par la bride. Nous déjeunâmes à la gargote et je donnai mon repas au muletier, car il était trop gras. Et quand la chaleur fut un peu tombée, nous prîmes le chemin de mon village. Il faisait presque nuit quand j'arrivai. Ma mère, à ma vue, s'approcha et en m'embrassant me dit « Dekem, est-ce bien toi ?» Je lui répondis « C'est moi ». Je la trouvai bien changée, bien amaigrie, et ses paupières me parurent flétries. Elle avait dû beaucoup pleurer. Je ne l'avais pas revue depuis l'été 1904, à Michelet. Mon frère Lamara était en France, ainsi que tous les hommes jeunes du village. Ne restaient que les femmes, les vieillards et les enfants. Je demandai à ma mère comment mon frère aîné Mohamed était mort. Elle m'apprit qu'il n'avait pas été longtemps malade, qu'il s'était éteint doucement sans souffrance. Il laissait 2 enfants de 8 et 4 ans. Ma mère s'occupait d'eux, car ils étaient de lits différents, et leur mère s'était remariée. Ma mère, maintenant, ne pouvait plus tisser de grosses pièces, mais je vis qu'elle avait confectionné de petites couvertures avec la laine de ses brebis et de ses agneaux. Elle m'apprit que le cheikh qu'elle vénérait était mort de douleur, car 2 de ses fils, l'un Khodja et l'autre garde champêtre, avaient été tués un jour qu'ils allaient à Michelet. On ne sut jamais qui les avait assassinés. Son fils, Sidi Saïdi, le remplaçait et se montrait aussi bon pour ma mère que son père. Elle m'apprit également que ses enfants, la famille de la Amara et les descendants de Mohamed, avaient vendu leur maison pour en acheter une plus grande où ils habitaient maintenant, mais qu'ils s'étaient endettés pour cela. Mon frère la Amara, en s'exilant en France, avait gagné de l'argent et payé sa part, alors que celle des orphelins restait due. Le cheikh, se substituant au père, avait payé la dette des orphelins sans accepter d'intérêt. Comme la récolte d'huile avait été bonne, ma mère avait 2 jarres pleines qu'elle vendrait dès que l'huile aurait atteint la hausse désirée. Elle payerait alors la part des petits. Nous parlâmes longtemps. Elle me dit le regret qu'elle avait de ne pas m'avoir mariée au village, car elle aurait eu la faculté de me voir plus souvent. Et comme je lui répondais que tout était pour le mieux, elle me dit avoir été la grande victime du drame de ma naissance, car elle était séparée de sa famille pour toujours. Quant à Qassi le maudit, le bon Dieu lui avait donné 2 garçons, et sa femme chantait leurs louanges en les endormant. Dieu avait pardonné sa faute à ma mère, à mon père plutôt. Malgré sa fatigue, elle allait encore chaque matin remplir les jarres des mosquées. J'ai dû rester du jeudi au lundi. Le dimanche, j'assistais à la messe chez les sœurs. J'ai rencontré une ancienne fille des sœurs des Ouadias que son mari avait abandonnée. Elle habitait à Goumout ou Khirouch avec son frère. C'est dans ce village que le père d'Alice, ma compagne de Teder Toufella, était garde champêtre. Je m'inquiétais de ma camarade auprès de la fille des sœurs. Elle m'apprit qu'Alice n'avait pas voulu suivre la famille Maslow à Sétif, où l'ancien administrateur avait été nommé sous-préfet. Mariée à un Kabyle illettré, elle faisait le même travail que les femmes du village.
J'aimais beaucoup cette enfant très douce et j'eus du chagrin qu'elle finît ainsi. Marie-Paul, à Maison Carrée, m'avait parlé du sort de Dervia Maria, servante chez Madame Delfaux. Ce sont les dernières nouvelles que j'eus des compagnes de mon enfance. L'année d'avant, le père Barthélemy m'avait appris la mort de Madame Achab. Ma mère aurait voulu me retenir plus longtemps, mais je lui ai rappelé que mes 2 autres enfants étaient à Ir el Ali, tout seuls. Elle pleura beaucoup en m'embrassant. Je ne l'ai plus revue. Nous revînmes par Tizi Ouzou. Quand nous atteignîmes Al Harran, la chaleur était à son comble et j'étais malade de fatigue. Nous eûmes toutes les peines du monde à trouver un citron chez le chef de gare. J'avais tellement soif que ma langue était collée à mon palais. Des mulets nous prirent en charge et nous arrivâmes à Ir el Ali à 4 heures de l'après-midi. Je m'installai à nouveau dans la maison aux provisions qui maintenant était vide. Je remarquai un certain changement. Mon beau-frère, Mohamed Arab, et sa jeune femme n'étaient plus là. Douda elle-même se trouvait chez ses parents. Et mon beau-père, Ahmedou Amrouche, avait loué le café de Bouza. C'est dans cette affaire qu'il devait perdre jusqu'à la maison paternelle. Nous fîmes creuser les fondations sur l'emplacement donné par les pères pour éviter les éboulements et que le terrain nous fût repris. À cet effet, je mis en vente mes bijoux, mon khalkhal, mes fibules et 2 paires de bracelets, le tout en argent massif. J'en retirai 300 francs. Les maçons construisirent le mur de soutènement contre la route. Ils purent élever de chaque côté un morceau de mur pour délimiter la maison. Les poivrons que j'avais confiés à ma belle-mère pour qu'elle les vende avec bénéfice étaient restés dans la boutique de Schlili, où nul ne s'en était occupé. Je les cédai aux cousins à moi, au prix d'achat. Ce sont les dernières vacances que je passai dans la maison ancestrale. Le père Ingelé, qui recrutait des élèves pour les emmener aux Étiennes, où il voulait fonder une nouvelle école, parla de prendre Paul avec lui. Je refusai d'abord, l'expérience d'Ir el Ali m'ayant suffi, mais il insista tellement que j'écrivis à mon mari pour lui demander son avis. Belkacem ayant accepté, j'achetai de la laine pour tisser à Paul un burnous, car il fait très froid en Grande Kabylie. Louis n'avait plus de convulsions, mais il était grognon. J'attendais un autre enfant. Henri et Jean s'amusaient avec les autres garçons du village à traquer les chats et les chiens. Jean n'avait que 6 ans et était souvent avec moi. Entre les 2 jeunes coépouses de mon beau-père éclataient des querelles. Je m'amusais à y assister, et il y eut aussi une scène entre mon beau-père et sa femme préférée, Zahra. Elle lui avait donné une belle couverture de laine pour se couvrir au café, et il l'avait mise en gage. Tout ce qui était vendable à la maison avait été vendu, même les outils. Un grand coffre sculpté, la selle en philalie brodée d'or et d'argent, la mule noire superbe, les tapis de haute laine, tout avait été liquidé. Le champ de figuier de Barbarie avait lui aussi été sacrifié. Ne restait que le toit qui nous couvrait. Il devait la location de la salle, plus le sucre et le café que consommaient ses clients dans le commerce qui précipitait sa ruine. Tedhelt, elle, vivait d'expédients. Beaucoup de femmes du village lui avaient remis des dépôts. Les veuves qui voulaient emporter quelque chose de la maison de leur mari défunt le lui confiaient. Une famille dont le fils
avait fait faillite, remisa chez elle toute la marchandise qu'elle avait pu sauver du désastre. Fatima, sa fille, rapportait de certaines maisons riches des outres pleines d'huile en disant que c'était de l'eau. Toutes ces malheureuses furent volées. Elles ne reçurent pas un centime, et la famille qui avait entreposé la marchandise dut intenter un procès. J'ai appris depuis que Tedhelt avait donné à son petit-fils Dahi une somme pour monter un commerce et acheter à sa fille et à ses petites-filles des bijoux d'argent qu'elles conservèrent. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.